Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Nous sommes de retour avec Philippe David. On vous souhaite la bienvenue. On espère que tout va bien sous cette neige, Philippe David. Ah oui, sous cette neige. Et vous savez que c'est l'anniversaire de quelqu'un qu'on aime beaucoup, Cécile. Ouais, c'est d'ailleurs notre ami Eric Revel qui nous l'a rappelé. On s'en écoute un morceau. Ouais, Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. C'est notre ami Daniel Guichard, qui est déjà venu d'ailleurs dans Les Vraies Voix. Ouais. Ça fait chialer, ça. Ouais. Ah oui. Ah ouais, À chaque fois que j'écoute ça, j'ai un problème. ouais. Ça me rassure, ça montre que j'ai du cœur, mais... Mais symboliquement, ça veut dire aussi qu'à l'époque, il y avait une classe ouvrière. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, est-ce qu'on écrirait mon vieux? Est-ce que ça parlerait autant aux gens? Je crois pas. Parce que la classe ouvrière, comme les industries, ont disparu de ce pays. Sébastien Ménard, vous qui êtes le plus jeune. Daniel Guichard, ça vous parle? Daniel Guichard, évidemment que ça me parle, mais là où je suis pas d'accord avec Eric Revel pour commencer, c'est que Ça démarre bien. non mais quand on regarde dans la littérature urbaine ou chez les rappeurs, il y a aujourd'hui des morceaux où ils parlent des difficultés sociales, de leurs parents, etc., etc. Donc ça existe autrement. Mais ça Ouais, mais existe là, il y a encore. un attachement au local, à la Mais ça, c'est terre. parce que vous êtes Il y a un franchouillard, truc. ça. C'est- Oui, voilà. mais on assume totalement. Il ne parle pas de la même manière. Ouais. Vous Ouais. avez raison. On peut parler Il y a- de gens en difficulté et constater que la classe ouvrière a disparu. Ouais. Oui. Ouais. Mais est-ce Bon. qu'elle a vraiment disparu? Ah bah oui. On embrasse Daniel Il y a Guichard. encore des ouvriers. En Oui, tout mais état de beaucoup cause. moins qu'avant. Beaucoup moins ça, que c'est dans vrai. les années 80, ça Ouais. c'est sûr. En tout cas, chers amis, face à ce moment de bonheur il y a quelques instants, parce que dis donc ça démarre mal quand même. Allez, un petit peu de bonheur, on va vous en envoyer bien entendu avec nos vraies voix du jour. On est ensemble jusqu'à 19h et dans un instant ça va commencer. Attention, le sommaire de cette émission, le grand débat du jour, c'est à 17h30. Crise gouvernementale au pied du sapin de Noël. Ça démarre bien aussi, l'hypothèse prend de l'épaisseur. Les partis du nouveau Front Populaire entendent bien proposer une motion de censure si le gouvernement utilise 49.3 pour le budget. Marine Le Pen n'exclut pas non plus de s'y joindre. Et il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon avait prophétisé une chute du gouvernement Barnier entre le 15 et le 21 décembre. Alors parlons vrai. Pensez-vous que le RN va franchir le Rubicon et voter la censure du nouveau Front Populaire? Est-ce que la clé se trouve dans la rencontre à Matignon lundi entre Marine Le Pen et le Premier ministre? Et à cette question, censure, les heures du gouvernement Barnier sont-elles comptées? Vous dites oui à 88%. Vous voulez réagir? Aude prendra vos appels sans censure au 0826 300 300. Et avec nous pour en parler, Jean Petot sera avec nous, bien sûr, politologue. Le coup de projecteur des vraies voix, c'est à 18h40. Les sénateurs publient un rapport au vitriol contre les anciens gouvernements sur la gestion des finances publiques. Ils dénoncent une gestion attentiste et irresponsable des déficits. En réponse à quoi, Gabriel Attal, Elisabeth Borne et Bruno Le Maire étrillent un réquisitoire d'opposants politiques, un rapport partisan et truffé de mensonges. Alors parlons vrai. Est-ce que le Sénat a mis le doigt là où ça fait mal? Ne dit-il pas tout haut, ce que tout le monde sait? Et à cette question, finances publiques, Macron et ses anciens premiers ministres doivent-ils rendre des comptes? Vous dites oui avec un score qu'on peut qualifier de sans embâche, puisqu'il est de 99%. Ah oui. Vous voulez réagir? Elle ne vous demandera pas de compte. C'est Aude au 0826 300 300. En tout cas, pour ceux qui votent sur notre compte X, on vous souhaite la bienvenue. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe, revenu du congrès des maires de France hier, voilà. C'était bien, Philippe. C'était une émission formidable Ah ouais, c'est et incroyable. vous avez totalement raison, ma chère Cécile. On a bien fait d'inviter David Lisnard, Absolument. qui a été remarquable et l'émission a été passionnante. Ah, c'est vraiment. vrai, c'est vrai qu'on avait de très bons Mais pas interlocuteurs. seulement grâce à la présence du maire de Cannes, mais tout Sur le son reste. ensemble. a été De toute façon, on est formidable. toujours très bien Et accueillis. nos Je amis ne parle buralistes. pas des nourritures. Et, Ah oui, c'est ça. Et nos amis buralistes qu'on salue Oui. Ah ouais, également. qu'on salue et qu'on remercie Ils de ont nous été avoir très bons. En accueillis. particulier Philippe Coy, leur président. Voilà, Eric Revel est avec nous, éditorialiste Sud Radio. Bonsoir Eric Revel. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir messieurs. L'un de Monsieur nos le procureur. sages parmi les sages. Ça y est, il commence. En fait, Eric Revel, j'aime bien, il a 4 ans d'âge mental. Oui, Moi, j'adore ça. En fait, J'adore ça. Et moi, Même j'ai pas. 2 ans. Ah, voilà, encore. c'est Je suis ça. venu avec ma tétine d'ailleurs. ouais, Ah, c'est- Et les Giscardiens, il fait toujours le... Et le plus vieux de nous tous, finalement, c'est Sébastien Ménard. Bonsoir Sébastien Ménard. Et Il fait Sébastien pas son âge. est Non, très c'est heureux d'être là et qui revient lui aussi du Salon des maires. Je ne suis pas maire, mais je suis élu local et j'ai passé 3 jours aussi Magnifique. fort sympathiques. Ah oui, c'est génial. On mange bien, il a raison. Et au 0826 300 300, c'est Jean-Noël et il n'a rien d'un ministre. Il nous appelle de Villeneuve-Loubet. Bonsoir Jean-Noël. Bonsoir.
Bonsoir à tout le monde, à vous tous. Bah oui. Et bonsoir à Eric Revel, que j'avais rencontré à l'aéroport de Nice. Ouais. Ah oui. On avait discuté sur... Il était avec qui? Non, ça va, on déconne. Allez, on est très... Ah oui, c'est incroyable. On est très en alors, retard. c'est dingue. Ouais, c'est fou. Il est connu. Hein. Vous avez des dossiers sur Eric Revel? Allez. Par rapport à Madame Borne, qui va être décorée lundi prochain de la Légion d'honneur, oui. le titre le plus haut, je crois, sauf erreur de ma part, suite après 23-49-3, après un désastre économique et déficitaire quand le PIB est passé à 6,1 points du PIB, sauf erreur de ma part, Oui. on va la décorer lundi prochain. Oui. Vu les résultats économiques, vu l'état du pays, plus les personnes élues qui arrivent à des postes clés, c'est-à-dire au gouvernement, à des postes très importants dans notre pays, on les décore, on les anoblit. C'est pire qu'une royauté. Et nous, les Français de base, les obscurs, les sans grâce, les besogneux, on n'a que des taxes. Ouais. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, aux fondations, de tout revoir. C'est un scandale qu'elle soit décorée lundi prochain par le président. Allez, Je trouve ça, moi, inadmissible. Je sais qu'on est très en retard parce que, pardon, Jean-Noël, Sébastien Ménard voulait réagir rapidement. Mais c'est constitutionnel. Le Premier ministre est commandeur de l'Ordre national du mérite. Elle n'a pas eu le temps de l'être quand elle l'était, donc elle le devient. Donc tout Mais ça, là, c'est c'est la juste Légion logique. d'honneur qu'elle va Oui, mais avoir. c'est logique. Il n'y a rien d'incroyable. Je rejoins Sébastien, j'ai failli râler aussi. Il n'y a rien mais d'incroyable. C'est normal. Voilà, et je vais juste préciser une chose pour Sébastien, je viens de vérifier, hein, vous voyez, Pour Jean-Noël. la part des ouvriers, non pour Sébastien, la part d'accord. des ouvriers dans l'emploi total en 1982 était de 30%, aujourd'hui elle est de moins de 20%. Vous voyez, Allez. ça paye Ça une laisse. chute C'est un autre considérable. sujet, les amis. Allez, merci beaucoup, Jean-Noël. Vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix en attendant le réquisitoire du procureur. L'antisémitisme. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vrais voix tous les jours de 17h à 19h avec notre plus grand plaisir avec Philippe David de vous accueillir régulièrement et surtout d'accueillir nos éditorialistes avec Philippe Bilger en proms. Oui. Ah, vous êtes adorable. Bah non, mais non. De restaurer un peu une hiérarchie. Bah oui, c'est sûr. Ça ne vous concerne pas. C'est mon sympa cher pour les autres. Sébastien. Ça me concerne moi. Il y a 3 jours, j'ai une blessure grave à mon amour-propre. Blessure pas du tout Et narcissique. voilà, il a mis 3 jours à cicatriser, donc du coup je me suis dit allez c'est bon, on peut y aller. Eric Revel est avec nous et Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech entre autres, et aussi bien sûr Presse Libre. Exactement. Exactement, et c'est bien de le dire. Dans un instant, Félix Mathieu, notre journaliste. Comment ça va, Félix? Coucou, bonsoir, très bien. Les 3 mots dans l'actu, de quoi parle-t-on? On va parler de la vigilance orange et du paysage tout blanc dans une cinquantaine de départements. Circulation compliquée pour les voitures, mais aussi pour les avions. On va parler aussi d'Emmanuel Macron qui accuse les Haïtiens d'être, je cite, complètement cons pour avoir viré leur Premier ministre. Une sortie qui risque de faire pas mal de bruit. Et puis de la Cour pénale internationale qui émet un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Là aussi beaucoup de réactions en 3 mots. Neige, con et court. On en parle dans un instant. Tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Et Bilger. vous voulez requérir sur une étude terrifiante sur l'antisémitisme, monsieur le procureur. Absolument, elle est due et analysée par Brice Teinturier. Elle révèle 2-3 choses et probablement d'autres si j'avais pu la consulter en détail. D'abord, il y a de plus en plus de jeunes qui tombent dans l'antisémitisme entre 20 et 35 ans. Ensuite, il y a une forte sympathie pour le Hamas de l'ordre de 40%. Ce qui est terrifiant. Et le troisième élément, au-delà d'une sorte de similitude entre le Rassemblement national et LFI, LFI me semble encore plus dangereuse dans la mesure où ils ont rajouté des stéréotypes antisémites à ceux qui existent déjà dans la tradition perverse. Et donc, quand on constate cette cartographie de l'antisémitisme, on ne peut que s'interroger encore davantage
davantage en se demandant comment réduire cette plaie et ce fléau. Parce que j'ai toujours été frappé par le fait que la dénonciation éthique qu'on a considérable, notamment depuis le 7 octobre, elle n'aboutit en réalité à aucune réduction concrète des propos et des actes. Puisque hier, on a appris que, au contraire, les actes antisémites, les actes, je dis bien, et pas seulement les insultes, ont considérablement augmenté. Éric Revel. Le constat est terrifiant. Moi, il me surprend pas plus que ça. Les chiffres me surprennent parce que 40% qui ont des sympathies pour le Hamas. Oui. Alors, elle est très complète, mais il y avait 30 à 35, 40% même, en effet, de sympathie pour le Hamas. Vous vous rendez compte, ça veut dire que... Parce que c'est un groupe terroriste, quand même, faut-il le rappeler. Oui, c'est un groupe terroriste qui est quand même le groupe assassin du pogrom du 7 octobre. Donc, le chiffre est tout à la fois, il est spectaculaire au sens premier du terme. Alors Éric, pardon, peut-être ma mémoire fait-elle défaut, c'est qu'on vise une catégorie un peu spéciale parmi les jeunes qui auraient cette sympathie. Ça n'est pas l'ensemble de la population. Oui, mais vous savez, plus globalement... Mais c'est déjà terrifiant quand même. J'essaie d'avoir bonne mémoire sur un autre sondage qui remonte à plusieurs mois, voire années. C'était les sympathies que pouvaient avoir certains jeunes musulmans en France pour la charia. 30%. 30% considéraient que la charia était supérieure aux lois de la République. Oui. Là, si on n'a pas un problème pour... le présent et pour l'avenir, je ne sais pas comment on peut le qualifier. Sébastien Ménard. Moi, je pense que, évidemment, comme le dit Philippe Bilger assez justement, la France insoumise et toutes ses composantes, quelque part, ont été le relais de ces thèses antisémites. Mais comment ça a pu se faire? Parce que c'est aussi ça, c'est la responsabilité de celles et ceux qui impunément leur laissent la parole sans les reprendre. Parce que, et moi je suis plutôt un homme politique de centre droit, donc plutôt modéré, mais la réalité c'est qu'on a laissé une haine dans les médias s'installer à travers des locuteurs, des interlocuteurs qui, respectables ou pas, finalement, ont réussi à distiller cette haine et à distiller quelque part ce racisme et cet antisémitisme. Effectivement, sans que personne ne réagisse. Merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont neige, con et court. La neige colore les paysages en blanc et la carte de France en orange. Difficile vigilance neige, verglas ou avalanche dans une 50aine de départements. Circulation délicate pour les voitures et pour les avions. Ils sont complètement cons. La nouvelle petite phrase d'Emmanuel Macron, elle ne vise plus les Gaulois réfractaires, mais cette fois les Haïtiens qui, selon lui, ont tué Haïti en limogeant leur Premier ministre. Et puis la Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. Décision antisémite, réplique le Premier ministre israélien qui parle, je cite, d'un nouveau procès Dreyfus. Les vraies voix Sud Radio. La vigilance orange à la neige et au verglas s'est répandue sur une bonne partie de l'Hexagone. Dans les Alpes, attention aux avalanches. La préfecture de Haute-Savoie appelle skieurs et randonneurs à une extrême vigilance. Sur les routes, Isabelle n'a pas eu le choix dans la capitale. Elle a pris sa voiture pour aller travailler et elle déplore le manque d'anticipation. C'est problématique parce qu'on n'est pas équipé pour avoir de la neige à Paris. C'est un petit peu dangereux, voilà, ça glisse. Faut faire attention. Et puis la mairie ne fait rien non plus, il n'y a pas de sel, il n'y a rien en prévision, alors que la météo nous avait bien prévenu qu'il allait neiger aujourd'hui, mais il n'y a rien de prévu pour ça. Isabelle, automobiliste au micro Sud Radio de Clément Barguin. Dans les airs, il y a déjà des retards à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Les compagnies sont appelées à annuler 10% des vols. 170 000 foyers privés d'électricité aussi, ainsi que de gros retards sur la ligne TGV Ouest. Et puis le deuxième mot, con, c'est la nouvelle petite sortie polémique d'Emmanuel Macron. Une situation complexe, tragique en Haïti. Alors si vous avez quelques secondes, on va tenter de vous résumer la situation. Ils sont complètement cons. Alors non, bon, pour remettre ce propos présidentiel dans son contexte quand même, mais Emmanuel Macron a été interpellé tout à l'heure à Rio. Un passant d'origine haïtienne accusait la France d'être responsable de la situation chaotique du pays. Haïti livré aux gangs, au narcotrafic, situation humanitaire désastreuse. Un Premier ministre limogé par le Conseil présidentiel de transition il y a quelques mois. Et donc cette réponse, j'ose pas dire quand même cette analyse d'Emmanuel Macron. Tendez l'oreille, la qualité du son n'est pas optimale. Franchement, c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti. En
en laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super. Il est défendu, ils l'ont viré. C'est terrible. C'est terrible. Et moi, je ne peux pas remplacer. Ils sont complètement cons. Ils n'auraient jamais dû le sortir. Le Premier ministre était formidable. Emmanuel Macron tout à l'heure à Rio de Janeiro en marge de la COP29. Un président ne devrait pas dire ça. Je ne m'habituerai jamais de la part de qui que ce soit, et encore moins de la part d'un président, à des grossièretés. Alors, c'est... Enfin... moi, je me demande ce qui est le plus grave. Qu'ils disent ils sont complètement cons, ou qu'ils disent je peux pas le remplacer. Comme si le président de la République, parce que c'est une vision tellement coloniale des choses, avait le pouvoir d'imposer un Premier ministre aux Haïtiens. Maintenant, on sait que ce pays est en coupe réglée depuis des mois de gangs qui terrifient la population, des enlèvements, de la corruption. Ce pays est par terre depuis des années, et nous avons notre part de responsabilité. Sébastien Ménard. Alors, moi, je ne vais pas relever ce que vous dites, Éric. Je ne suis pas certain quand il dit je ne peux pas nommer. Je ne pense pas qu'il ne peut pas le remplacer. C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire, en fait. C'est ce qu'il dit. Comme au Liban. Après, moi, j'ai jamais été entre guillemets choqué par cette sincérité, cette spontanéité dont nous a toujours fait preuve Macron. Alors c'est vrai que parfois c'est risible, parfois c'est critiquable, mais là en l'occurrence la manière dont il le dit, je pense qu'on peut être complètement d'accord avec lui sur le fond. Troisième mot. Ah pardon, on n'a plus le temps. Je ne trouve pas, mon cher Sébastien, que la grossièreté soit de la sincérité. Mais là, ça peut l'être. Troisième mot, la Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre 3 personnes, dont Benyamin Netanyahou. Un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien, mais aussi contre son ministre de la Défense, Yoav Gallant. La CPI évoque des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité à Gaza. Elle poursuit par ailleurs le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif, pour les mêmes motifs. Alors en théorie, cette décision limite les déplacements de Benyamin Netanyahou à l'international, puisque les 124 États membres de la Cour pénale internationale seraient censés l'arrêter s'il se trouvait sur leur territoire. Le Premier ministre israélien qui qualifie dans un communiqué cette décision d'antisémite, il la compare, je cite, à un nouveau procès Dreyfus. Les États-Unis, de leur côté, rejettent catégoriquement ces mandats d'arrêt de la CPI. En revanche, l'Union européenne estime qu'ils doivent être respectés et appliqués, ces mandats d'arrêt. C'est ce que vient de déclarer Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Un petit tour de table rapide. Moi, je continue à être choqué tout de même par ces mandats d'arrêt et également par la comparaison avec l'affaire Dreyfus. Moi, ce qui me choque, encore une fois, c'est qu'on puisse comparer Netanyahou, qui est un chef d'État élu, avec un mouvement terroriste. Voilà, pas tout à fait la même chose. Éric Revel. Alors moi, je considère depuis le début qu'au-delà des horreurs du 7 octobre, du pogrom, il faudra quand même, et il y a une commission d'enquête qui doit être mise en place en Israël, puisque c'est une démocratie, il faudra quand même que Benyamin Netanyahou s'explique sur un certain nombre de choses. Comment est-ce que le Hamas a pu passer à l'attaque aussi facilement, etc. Donc, qu'il les rende des comptes. Enfin, cette décision-là, qui peut être critiquée et qui est critiquable, à traiter d'antisémite et en faire un procès de Dreyfus. Merci beaucoup. Allez, retour dans un instant sur une possible crise gouvernementale, peut-être avant Noël, Philippe. Alors pensez-vous, parlons vrai, que le RN va franchir le Rubicon et voter la censure? Est-ce que la clé se trouve dans la rencontre de lundi entre Michel Barnier et Marine Le Pen à Matignon? Et à cette question censure, les heures du gouvernement Barnier sont-elles comptées? Vous dites oui à 88%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et comme il nous connaît bien, Jean Petot, bonsoir, politologue, il sait qu'il faut répondre rapidement. Est-ce que Marine Le Pen a intérêt à ce que le gouvernement Barnier tombe? Oui, si c'est pour qu'on parle d'autre chose que ses ennuis judiciaires. Ah voilà, on en parle dans un instant. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, les vraies voix tous les jours de 19h, de 17h à 19h. Parce que de 19h à 19h, c'est une petite émission. Ça va pas nous. C'est très court. On va pas parler beaucoup, hein. Surtout quand moi j'ouvre la voix. En tout cas, bref. Philippe Bilger est avec nous, Éric Revel et Sébastien Ménard. C'est moi. Avec l'accent belge, je dis une fois. Et tout de suite. Et Bilger. J'adore. C'est Philippe Bilger. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour.
si effectivement cette ligne rouge est dépassée, eh bien nous voterons la censure. Il n'y a aucune difficulté là-dessus, je le dis de la manière la plus claire qui soit. Marine Le Pen, elle est dans une situation intenable. Non seulement sa base de militants, mais surtout son électorat maintenant est massivement et majoritairement favorable à la motion de censure. La ligne rouge en question, c'est notamment la hausse des taxes sur l'électricité. Pour l'instant inscrite dans le budget, elle est censée rapporter 3 milliards d'euros. Et que qui d'autre que Michel Barnier? Dans le sens, on a quand même vu pendant 3 mois la valse des pseudo-prétendants qu'on a tous trouvé plus ou moins médiocres. C'est passé de Xavier Bertrand en passant par Bernard Cazeneuve. Vote prévu à quelques jours de Noël. Le dernier gouvernement renversé de cette façon-là, celui de Georges Pompidou, c'était en 1962. Y aurait-il donc une crise gouvernementale qui se prépare? L'hypothèse prend de l'épaisseur. Les partis du nouveau Front Populaire entendent bien proposer une motion de censure si le gouvernement utilise le 49.3 pour le budget. Marine Le Pen leur emboîte le pas. Il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon avait même annoncé une chute du gouvernement Barnier entre le 15 et le 21 décembre. Alors parlons vrai. Est-ce qu'en cas de censure, le pays basculerait dans la crise politique, voire même dans la crise financière, comme l'a dit Édouard Philippe? Et à cette question, censure, les heures du gouvernement Barnier sont-elles comptées? Vous dites oui à 88%. Les vraies voix attendent vos appels pour échanger avec vous et débattre au 0826 300 300. Avec notre invité du jour, politologue Jean Petot est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Bilger. Cette crise... Malgré l'avis forcément autorisé de notre ami Jean Petot, je ne suis pas totalement persuadé que la motion de censure de Marine Le Pen ne soit pas vraiment envisageable, et pas seulement pour faire penser à autre chose qu'à ses ennuis judiciaires. D'abord parce qu'elle l'avait évoqué elle-même, Jordan Bardella avant l'avait lui-même évoqué comme une piste très sérieuse, surtout comme l'a dit Françoise de Gois, que j'ai cru reconnaître, eh bien, les électeurs du RN souhaitent vraiment une adéquation claire et nette entre les positions parlementaires du RN et la réalité de son comportement politique. Et dernier élément, il est clair que depuis le début, Michel Barnier, pardonnez-moi pour la familiarité, mène en bateau le Rassemblement national, puisqu'il n'a rien obtenu du Premier ministre qui, au contraire, a mené sa politique comme il l'entendait. Et si nous avons le temps tout à l'heure, j'essaierai de poser une question à Jean Petot sur tout ce qui se passe à gauche et à l'extrême gauche, qui est assez amusant. Éric Revel. Moi, je dirais qu'on basculera pas dans une crise politique, puisqu'on est déjà dans une crise politique depuis la dissolution du Mozart de la politique, qui s'appelle Emmanuel Macron. Donc on est déjà dans une crise politique, en fait. Alors, moi, je pense que le procès en cours de Marine Le Pen peut avoir une incidence. D'ailleurs, vous l'avez noté comme moi, depuis quelques jours, tous les porte-paroles du RN et Marine Le Pen en tête ont durci le ton. C'est depuis le réquisitoire. Oui. Depuis le réquisitoire. Alors, on peut se dire que peut-être que le RN joue la carte d'un nouveau gouvernement qui serait la dernière cartouche d'Emmanuel Macron, en réalité. Parce que qu'est-ce qui reste au président de la République derrière? Plus grand-chose, en fait. De renoncer. Donc, en fait, peut-être que cette carte-là, le RN la joue avant même qu'on ait, au mois de février, l'avis des juges et du tribunal sur notamment l'immédiateté de la peine, mais on est déjà dans une crise politique. Et où Édouard Philippe a raison, à mon avis, c'est que la crise financière nous guette, car on le rappelait tout à l'heure, au-delà de tous les soucis qu'on a de budget, de finances publiques, de déficit budgétaire, de dette, on a cet avis de l'agence de notation le 29 novembre prochain en Standard & Poor's, qui va rendre son avis sur la crédibilité de la signature française. Et ça, même si ça passe au-dessus de la tête de beaucoup de gens, c'est un signal pour les marchés qui sera, à mon avis, déterminant sur le coût d'emprunt de la dette française. Sébastien Ménard. Je pense qu'actuellement, le président de la République, il est un petit peu, je dirais, non pas au-dessus, mais en tout cas loin de cette mêlée. Voilà. Et on peut constater dans les différentes prises de parole, de l'ancienne porte-parole du gouvernement, de l'actuel ministre de l'économie, qu'on peut pas soupçonner d'être des macroniens, pour le coup. Mais chacun y va de sa petite partition, chacun y va de sa petite punchline, etc., etc. Évidemment, tout ça crée une vraie cacophonie qui repose aussi sur des arbitrages, des contre-arbitrages. Enfin, aujourd'hui, clairement, il n'y a pas de ligne dans le cadre de la construction de ce projet de loi de finances et du projet de loi de finances de la sécurité sociale. En fait, il y en a qui tirent à gauche, il y en a qui tirent à droite, etc. Moi, je pense qu'à un moment donné,
le président de la République, une fois que les séquences internationales seront terminées, va nécessairement siffler la fin de la récréation. C'est-à-dire va dire aux siens, moi j'en suis intimement convaincu, il ne va pas laisser et Gabriel Attal et l'actuel ministre de l'économie et Prisca Thévenot, etc. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous avez un Premier ministre, voilà, qui n'est pas de ma famille politique, mais en tout cas, c'est un Premier ministre d'union, entre guillemets, nationale, qui est censé... C'est plutôt le plus petit multiple commun, non ? Oui, mais enfin, c'est le... Je suis d'accord avec vous. Il n'en demeure pas moins que l'expérience qui est la sienne, l'équipe gouvernementale plurielle qu'il a réussi à mener, évidemment, nous sommes dans une situation, comme le dit Éric Revel, qui est une situation compliquée. Mais aujourd'hui, on a un gouvernement. Il y a des tas de pays européens qui n'ont pas eu de gouvernement pendant des mois, voire des années, ce qui n'est pas notre cas. Donc je pense qu'à la fin, il va falloir siffler la fin de la récréation pour aligner tout ce petit monde et voter le budget. Et vous pensez que Macron va siffler à la fin de la récré ou qu'on est en crise politique ? Vous êtes revéliste ou ménardiste ? Je ne sais pas comment on dit. Appelez-nous au 0826 ou Ménardier. Je pense que Ménardier. Ah non, Ménardier, ça fait Thénardier. Oui, merci monsieur Philippe David. Moi j'aime bien revéliste. Allez, Jean Petot est avec nous, politologue, sur cette crise politique à venir. Est-ce que vraiment se prépare une censure de la part de NFP et de Marine Le Pen, selon vous ? Ma réponse, forcément très courte tout à l'heure, a pu faire que Philippe Bilger, si j'ai bien compris, tout en n'étant pas forcément en désaccord avec moi sur le fond, et marquer une réserve par rapport au motif ou à l'intérêt de Marine Le Pen. Je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire, au sens où effectivement on aura une pluralité de causes dans cette éventuelle dissolution. Alors moi je n'ai pas les talents de Jean-Luc Mélenchon ou la ligne directe qu'il a pu établir avec la Piti de Delphes ou Madame Irma. Je suis incapable. Non, c'est Alexandre Delovan sur Sud Radio, juste avant les vraies voix, de 16h à 17h. Alors, je suis incapable de vous dire si ça sera entre le 15 et le 21 décembre, etc. Bon. Ce qui est sûr, c'est que qu'est-ce qui peut retenir en général, et jusqu'à maintenant, les députés de voter une motion de censure ? C'est la peur de la dissolution, c'est-à-dire la réplique qui a été celle, ça a été cité tout à l'heure dans les petites voix que vous avez montrées, les échanges qui a appliqué le général de Gaulle en octobre 62. Le gouvernement Pompidou est renversé dans des conditions bien particulières. C'était pour faire passer le changement d'élection du président de la République au suffrage universel. Et le général de Gaulle répond immédiatement, il applique l'article 12, il dissout l'Assemblée. C'est effectivement le seul cas de figure d'une censure qui a été votée depuis 58, et la réponse, on la connaît. Elle n'est pas obligatoire du tout, en plus. Il n'y a aucune réciprocité, enfin, aucune automaticité. Là, le problème, c'est que les députés, j'allais dire, pour eux, c'est un peu open bar en matière de censure. La dissolution n'est pas possible avant au moins le 9 juin 2025. 7 juillet, puisque c'est au jour du second tour, donc c'est 7 juillet la dissolution. Merci Philippe, pardon. J'avais en tête la décision de l'article 12, j'ai fait un lapsus de date. Dans tous les cas, ça nous met donc encore à 9 mois, si je comprends bien, ou si je compte bien, un peu moins de 9 mois avant une éventuelle dissolution. Et en tout état de cause, ça veut dire que les députés peuvent, dans une alliance des contraires ou dans un cartel des noms, mêler leur voix pour faire tomber le gouvernement Barnier avec tout un tas d'arguments qui seront évoqués. Ce ne sera jamais la réalité. Les arguments sont toujours en quelque sorte des éléments de rhétorique qui permettent de justifier des attitudes et des choix et des postures. Bon. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, on le savait depuis le début, le gouvernement Barnier tient sur un fil, un peu comme quelqu'un qui est entre deux tours, un funambule, et peut tomber à tout moment, encore une fois, sans aucun risque pour les députés. Philippe Bilger avait une question, Jean Petot. Oui, Jean Petot, j'espère demeurer dans le cadre de l'interrogation de Sud Radio, mais du côté de la gauche et de l'extrême gauche, comment voyez-vous les choses ? On a Jean-Luc Mélenchon, dont j'ai cru comprendre qu'il voulait accélérer le processus présidentiel parce qu'il estime avoir des chances tout de suite. On a LFI qui s'obstine sur Lucie Castet, et on a le Parti socialiste qui, sous l'influence d'Hollande, pense à autre chose, à quelqu'un d'autre. Comment voyez-vous ça ?
Comme la cacophonie, j'allais dire silencieuse, pardon pour l'oxymore, à laquelle la NUPES a habitué les Français et à laquelle le nouveau Front Populaire correspond aussi. Hein. C'est vrai que les intérêts sont complètement divergents. On dit que le RN a la capacité de faire tomber le gouvernement, mais à une seule condition, c'est que le PS vote la censure en même temps que ses partenaires avec beaucoup de guillemets, de LFI et des Verts. Et là, on voit bien que même au sein du PS, vous voyez, on a presque le sentiment de structure fractale. C'est-à-dire que à l'intérieur du PS, il y a également des divisions, comme on peut les concevoir et comme on peut les constater à l'intérieur du nouveau Front Populaire. Et vous avez raison, Philippe, tout ça participe d'une forme d'incertitude, mais je crois qu'au bout du compte, étant entendu que le court-termisme est souvent le point déterminant des comportements politiques, c'est pas ça qui sauvera le gouvernement Barnier. Allez, 0826 300 300, Jean-Noël. Vous voulez réagir, Jean-Noël de Villeneuve-Loubet? Oui, c'est par rapport au gouvernement Barnier. Je suis assez circonspect sur s'il faut dissoudre, s'il va tomber ou pas, pour la simple bonne raison. Et qu'est-ce qu'on va avoir après dans les semaines qui vont arriver si le gouvernement Barnier tombe. Parce que vu les actes des LR, des 47 LR, avec monsieur Laurent Wauquiez qui préfère voter extrême gauche pour avoir des vice-présidents de LFI à l'Assemblée, je pense qu'il faut peut-être attendre un petit peu avant de faire tomber ce gouvernement et voir un peu comment le RN pourra avoir des compensations pour être un petit peu quand même arrivé aux affaires indirectement et avoir des contreparties par rapport à M. Barnier qui est le Premier ministre. C'est un petit peu compliqué aujourd'hui, mis à part Mélenchon s'il peut nous donner les numéros du loto, ce serait très bien. Je les prends. Mais voilà, c'est ça qui peut nous faire ce brave monsieur, enfin ce brave, c'est ironique. C'est là, je suis un peu circonspect sur ce coup-là, mais monsieur Barnier devrait quand même donner un peu plus de gages quand même au RN, car il y a 11 millions de Français qui ont voté pour le RN. Et le mouvement UDR de M. Ciotti, c'est là ça peut se jouer. C'est un peu compliqué, je reconnais que c'est un peu compliqué. Sébastien Ménard, c'est vrai que c'est une situation inédite. Moi, pour avoir discuté avec, justement au Salon des maires de France avec des collègues... c'est ça qui avait dit alors, c'est ça des collègues élus LR, qui, pour certains, soutiennent l'initiative de Michel Barnier, pour d'autres sont en marge de cela. La réalité, c'est que tout le monde ne souhaite pas l'échec de ce gouvernement Barnier, comme personne ne souhaite, en tout cas parmi les gens responsables, la démission du président de la République qui n'interviendra pas. Enfin, vous me connaissez suffisamment, je suis suffisamment proche de lui pour vous dire que ce n'est pas une option et il ira au bout de son quinquennat. Je pense exactement la même chose. Donc à un moment donné, un peu de responsabilité vis-à-vis de l'opinion publique française, vis-à-vis de nos concitoyennes et concitoyens. Il faut que la classe politique soit responsable. Mais en matière d'économie, Éric Revel, si demain il venait à tomber, ce serait une catastrophe quand même. Oui, alors j'écoute mon voisin de droite avec beaucoup d'intérêt. Le président de la République ira au bout du bout jusqu'au bout. Bon, alors je ne sais pas si ça sera le sens de l'intérêt général qui le guidera jusqu'au bout ou son ego personnel. Mais on peut se demander si c'est une bonne chose. Parce que, si vous voulez, qu'est-ce qui reste comme possibilité si ce gouvernement est renversé? Il reste peut-être un gouvernement technique. Voilà. Bon, mais oui, mais si vous avez c'est une possibilité. Oui, très bien. C'est aussi la démocratie. Oui, bien sûr, c'est aussi la démocratie. Mais un gouvernement technique, ça tient pas plus longtemps qu'un gouvernement qui a une petite minorité relative. Hein. C'est le cas de Michel Barnier aujourd'hui. Donc, on est quand même dans une situation effrayante. Là, vous l'avez dit vous-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est qu'à coup de punchline ou que de combinaison ou de triangulation politique qu'on souhaite faire tomber. Parce que quand on discute sur le fond avec les uns et sur les autres, quand vous les croisez à l'Assemblée, j'étais hier matin au Sénat ou au Salon des maires, c'est qu'en fait, ils ont tous de vraies bonnes raisons, j'ai envie de dire, qui ne sont pas des raisons sur le fond, mais qui sont des raisons sur la forme. Voilà, ils veulent foutre le bordel. Il y a plein de raisons sur le fond quand vous demandez aux collectivités locales et aux mairies. Je suis élu local. On a beau gueuler. Quand vous demandez aux maires, et j'en entendais sur les ondes des petites communes, on leur demande 1 million de plus, 500 000 euros de plus, les gens ils se disent mais alors il faut faire quoi? On ferme la crèche, on ferme l'école, on arrête
mettre la cantine. Donc en fait, si vous voulez, chacun, en fait, même sur le fond, a souvent de bonnes raisons. Puis pardon pour le RN, mais quand Marine Le Pen dit s'ils attaquent le pouvoir d'achat des Français, on votera la censure. Mais le fait de dérembourser des médicaments, on peut discuter du bien fondé ou pas. Mais le fait de dérembourser des médicaments, c'est déjà porter atteinte au pouvoir d'achat des gens. Absolument. Bah oui. Jean Petot, une question très courte. Vous avez des qualités de voyant, outre de politologue, censure ou pas d'ici le 15 décembre? Oui ou non? Ben, c'est dans l'ordre du probable, oui, c'est tout à fait dans l'ordre du possible, sachant que je ne suis pas persuadé que la responsabilité soit la vertu la plus partagée par toute cette Assemblée nationale, qui est littéralement ingouvernable. Voilà. Et puis, juste petite chose, pourquoi je vais éclairer la boule de cristal de Jean-Luc Mélenchon, où tout le monde se moque en général, et moi souvent le premier, parce que bon, le 21 décembre, ça correspond au deadline de vote du budget. Oui, bien sûr. Bon, voilà, et donc, à l'anniversaire d'Emmanuel Macron. Ah bon, exactement. Alors très bien. Bon, écoutez, là, il risque d'avoir un sacré anniversaire. 47 ans. Ouais, 47 ans. Ah là là, la moitié de l'âge de Philippe David, c'est ça qu'il faut. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean Petot, comme d'habitude. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Dans un instant, Jean-Noël, ça va peut-être votre fête, j'ai envie de dire. Parce que vous allez peut-être gagner le qui c'est qui l'a dit. Ah oui. Oh putain, je suis pas bon. Mais vous avez dit quoi? Pétard. Punaise. Allez, voilà, punaise. Allez, on se refait. C'est pas bon ça. Mais si. Ils disent tout ça. Et après, ils gagnent tous. Voilà, c'est fou. Allez, Jean-Noël, allez, faites vos devoirs et on arrive dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on est très content parce que autour de cette table, Philippe Bilger, bien entendu. Bon, là, c'est le contentement au maximum. Hein. Sébastien Ménard, pareil. Avec Éric Revel, pareil. Et puis, on est très content d'avoir Jean-Noël. Hein, Jean-Noël? Je suis heureux d'être avec vous. Merci. Nous aussi. On est très content de vous avoir. Vous avez de bonnes voix, vous êtes sympa et tout. L'essentiel, c'est de participer. En revanche, je vous le dis, ça suffira pas pour gagner. Hein. Donc il va falloir mettre les bouchées doubles. Et c'est à vous de lancer le jingle, Jean-Noël. Le jingle, Got Again. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. En anglais en plus. Je les adore. Écoutez bien, Jean-Noël. Question qui c'est qui l'a dit à 3 points. Faire tomber le gouvernement pour mettre qui? Mathilde Panot, point d'interrogation. Point d'interrogation. Bonne réponse de Philippe Bilger. Bruno Retailleau, il a répondu pro. Fort. Eric, je suis prêt à vous laisser un point. Qui l'a dit? Jean-Noël a 2 points sur une présidentielle anticipée. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Jean-Noël. N'importe qui. C'est un chef de parti. Attendez, Jean-Noël. Ciotti. Non. David Lisnard. Non. Il n'est pas faible. Olivier Faure. Non, il a été plus rapide. Olivier Faure. 2 points pour Eric. Vous voulez pas filer ça là, Philippe, la réponse? C'est qui l'a dit? 2 points. Attention à l'impôt de trop. Jean-Noël. David Lisnard. Non, Jean-Noël. Jean-Noël. Non, point d'interrogation. Philippe Bilger l'avait dit, Antoine Armand. Mais non, mais il l'a dit avant. Mais non. Quand on le dit avant, ça marche quand même. La réponse, je l'avais aussi et je ne l'ai pas donnée. Allez, 5, 6. Non, arrêtez. 3 et 2, ça fait 6 pour vous. Vous avez drôle de manière de compter. 3 et 3. Non, c'était 2 points là. Mais il a triché. Qui c'est qui l'a dit? Jean-Noël a 3 points. On est dans une tempête. Il n'y a pas d'équipage et pas de capitaine. Jean-Noël. Non, vous attendez. Jean-Noël. Rémi André. Jean-Noël. Elle est très bonne. Langauchat. Ruffin l'a dit. Bonne réponse, c'est François Ruffin. Non, il l'a redit aujourd'hui. Ah bon, très bien. 3 points. Qui c'est qui l'a dit? 3 points toujours. Je soutiens Antoine Armand. C'est pas ce que je dis, hein, c'est une citation. Il y a d'autres sources d'économie que celles qui consistent à augmenter le coût du travail sur les entreprises. C'est un ministre et on l'a même reçu dans Les Vraies Voix il y a quelques temps. Absolument. Jean-Noël. Les Vraies Voix. Marc Ferracci. Bonne réponse. Oh là là. Marc Ferracci. 3 ministre points, Éric Revel. De l'industrie. Fils de Pierre Ferracci, président du Paris Club qui vient d'être acheté par Antoine. Vous parlez tous en même temps, on ne comprend rien. Qui c'est qui l'a dit? Attention à 2 points. Le gouvernement Barnier est sous tutelle du Rassemblement national. Jean-Noël.
Qui a dit ça? Alors, c'est un homme politique un peu retiré, mais qui a quand même été candidat à la présidentielle, et pas qu'une fois. Ouais. Bérou. Non. Qui travaille à la Poste. Olivier Besancenot. Bonne réponse. 2 points. Attendez, excusez-moi, c'est quoi cette accélération? Olivier Besancenot. En fait, personne ne sait plus qui c'est, mais comme il travaillait à la Poste, je savais qu'il travaillait, qu'il y allait jamais. Ouais. Vous êtes un peu le facteur X de cette émission. Extrêmement intelligent. Alors, Jean-Noël, allez, une dernière occasion. Allez, 2 points, écoutez bien, sur la motion de censure. S'il manque les socialistes à l'appel, ce serait un message extrêmement négatif. Jean-Noël. Pour. Je sais pas. Langoucha. Rousseau. Non, c'est moi. Ah non, là c'est moi. C'est moi. Sandrine. Non, j'ai dit Rousseau. Vous l'avez dit à quelqu'un d'autre alors, parce que vous l'avez dit à qui, Sandrine? C'est déjà arrivé à d'autres d'avoir 0 point. Non, ça peut pas arriver à Sébastien Ménard sur l'antenne de Sud Radio. Ça vous fait 2 points, c'est mieux que rien. Jean-Noël, 0, Philippe Bilger 8, Éric Revel 7, mais je me dis qu'il y a une question qui voulait peut-être 3 au lieu de 2. Non, j'avais m'attendais à me faire lâcher, et 2 points pour Sébastien Ménard. Attention. Bravo. Jean-Noël. Avec un nom, avec un nom comme ça, c'est que vous êtes au moins d'une générosité incroyable. Bon sapin. Ouais, c'est ça. On ne peut pas s'appeler Jean-Noël, et c'est pour ça que vous avez donné les points aux autres. C'est ça. Hein. Eh oui, c'est magnanime. Il nous a fait des gagner les autres. Voilà. C'est les cadeaux de Jean-Noël. Et ben pour ça, il mérite de gagner. Alors c'est Jean-Noël qui a gagné. Là, c'est tout, c'est comme ça. L'an prochain. Merci Jean-Noël d'avoir accepté, en tout cas d'avoir joué avec nous et d'avoir. Et à bientôt l'aéroport de Nice donc. Tout à fait. Mais Jean-Noël, la prochaine fois que vous le croisez, essayez de rapporter des dossiers, quoi, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Hein, des petits dossiers sur lui, ça nous arrangerait. Allez, on vous embrasse. Bisous. Dans un instant, le journal, la météo importante avec la neige, avec effectivement Rémi André. Le coup de gueule de Philippe David. Il n'y a pas que la justice qui soit laxiste en France, à mon avis. J'ai une autre idée, tiens, en particulier. Ne me regardez pas comme ça, j'y suis pour rien. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. 17h-19h, ça veut dire qu'il nous reste encore 1 heure avec vous, avec Philippe Bilger, avec Sébastien Ménard et Éric Revel, bien sûr avec Philippe David. Coup de gueule dans un instant, Philippe? Ah oui, je vais crier sur le laxisme, mais d'une justice un peu différente de la justice du commun des mortels. Très bien. En attendant, vous nous laissez des messages au 0826 300 300 et ça nous fait un plaisir de l'écouter. Allô, bonjour, Sonia de Paris. Alors, j'écoute ce matin la personne qui est invitée, là, un socialiste. Alors, je ne sais pas si c'est lui le ministre de la Culture ou quoi, mais si on paye des gens pour sortir des conneries pareilles, des âneries pareilles, la sécurité sociale, de l'alimentaire, et puis quoi encore? C'est encore nous, comme elle dit, Madame Lévy, qui allons payer pour ceux qui font rien. À un moment donné, stop. Il y en a marre de tous ces politiciens qui, eux, n'ont rien à foutre, qui peuvent acheter la bouffe qu'ils veulent avec le salaire qu'ils ont et qui font des leçons de morale aux autres. Voilà, c'est mon coup de gueule du jour parce que là, il y en a vraiment marre. Alors, c'était le débat d'hier matin dans l'émission de Patrick Roger entre Elisabeth Lévy qui a été citée et Thomas Guénolé. Philippe Bilger, c'est vrai que la sécurité sociale de l'alimentation, on va faire une sécurité sociale pour tout dans ces cas-là. Oui, bien sûr. On devrait même la faire en ce qui me concerne parce que j'ai besoin d'être préservé. Oui. Et, non, mais plus sérieusement, je ne... Qu'est-ce qu'elle... Je n'ai pas écouté le débat hier. On proposerait une sécurité sociale de l'alimentation où tout le monde aura de l'alimentation gratuite tous les jours, quoi, grosso modo. Ah oui, d'accord. Équiperait. Ah évidemment, le contribuable, parce qu'il faut bien que quelqu'un paye. C'est vous, Philippe Bilger, je crois. C'est moi, alors j'ai tendance à être contre. Éric Revel. Peut-être que le débat portait aussi sur la réouverture des Restos du Cœur, là, c'était il y a 2 jours. Bon, il y a quand même 9 millions, presque 10 millions de Français qui vivent dans la pauvreté dans ce pays. Hein. Donc c'est énorme. Maintenant, cette dame a raison. On a tellement tout socialisé dans ce pays que je parle même pas du comment finance-t-on une sécurité sociale alimentaire, mais on attend tout de l'État, on attend tout. Enfin, ce pays est quand même en apesanteur. Des droits et pas de devoirs, vous voulez dire. Oui, depuis des années, des décennies. Bon, le juge de paix, si j'ose dire, monsieur le procureur, c'est qu'on n'a plus les moyens. On n'a plus les moyens. Et puis pourquoi pas une sécu non plus pour le chat, pour le chien. Enfin non, mais c'est...
Sébastien Ménard. Ces gens de gauche dépensent l'argent des autres. Hein. Ils dépensent l'argent de celles et ceux qui travaillent, qui produisent de la richesse et qui payent l'impôt. Ce qu'il faut juste dire quand on parle de bouffe, quand on parle d'alimentation, c'est que les taxes profitent à qui ? Profite à l'État. C'est-à-dire que si on veut baisser les prix des produits de grande consommation, on peut le faire. Si on veut que les surfaces commerciales, les surfaces de vente coûtent moins cher et les obliger quelque part à donner une accessibilité qu'on pourrait qualifier de plus démocratique, de plus facile, il faut baisser les taxes en France, c'est tout. La réalité, c'est que vous êtes capable aujourd'hui, pour un boulanger, il est incapable de vendre sa baguette moins d'1,10 €. Pourquoi ? Parce que il est accablé de taxes. Plus le prix de l'électricité. Il faut considérable. C'est ça qu'il faut travailler. C'est uniquement ça qu'il faut travailler. Donc les taxes servent à quoi ? Servent évidemment à redistribuer. Et il faut redistribuer dans un grand pays comme la France. Mais ça sert aussi à faire fonctionner un État qui est gras et un État qui est souvent impotent. Là, il est moins gras qu'avant. Hein. Il y a encore, honnêtement, il reste du gras. Oui, il reste du gras, mais il faut aller le chercher maintenant. Il faut lever la cape et regarder en dessous. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Et on va partir, du côté de la place de la Concorde. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas très loin. Oui, d'accord. Ok, très bien. Et ce sera votre coup de gueule du jour avec Philippe Bilger, Sébastien Ménard et bien entendu Éric Revel. Et vous, au 0826 300 300, puisque vous êtes très important pour nous et on vous aime très beaucoup. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc, bonjour. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les Vraies Voix. On est ravis de vous accueillir tous les jours de 17h à 19h. Vous pouvez nous joindre sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, plateforme d'opinion, vous le savez, et de débat pour vous, ou nous regarder en live sur notre chaîne YouTube avec Philippe Bilger aujourd'hui, avec Sébastien Ménard et Éric Revel, que nous sommes ravis d'accueillir. En attendant, il faut qu'ils râlent tous les jours. Et c'est marrant, c'est toujours à la même heure. Les Vraies Voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, sur un lieu qui se situe en face d'une des églises les plus célèbres de France, la Madeleine, puisqu'il s'agit du Palais Bourbon. Pourquoi le Palais Bourbon ? Parce que je trouve que les sanctions qui frappent les députés qui dépassent les limites sont particulièrement faibles, surtout quand il s'agit de multirécidivistes. En effet, le député LFI Thomas Porte, pour avoir proféré à l'adresse d'un député RN les propos suivants, je cite, « Ferme ta gueule, toi, on va s'occuper de toi. Vas-y, dégage, on va s'expliquer dehors, tu vas voir, on va aller dehors, on va s'occuper de toi. » Et encore, ferme ta gueule, a été sanctionné hier par 11 voix contre 2 par un simple rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal, une sanction assortie de la privation pendant un mois du quart de son indemnité parlementaire, soit 1482,99 €. Et je trouve que la sanction est légère, partant du principe que le même député a déjà été sanctionné 3 fois lors de la précédente législature. Le 10 février 2023, il avait été exclu du Palais Bourbon et des travaux de l'Assemblée pour 15 jours, la plus lourde sanction, avec privation pendant 2 mois de la moitié de l'indemnité de député, pour avoir posé sur une photo le pied sur un ballon de football à l'effigie du ministre Olivier Dussopt. Le 5 avril 2023, il avait fait partie des dizaines de députés sanctionnés pour avoir brandi des pancartes et chanté la Marseillaise dans l'hémicycle lors du débat sur la réforme des retraites. Enfin, le 13 décembre de la même année, un autre rappel à l'ordre lors des débats sur la loi immigration lui avait été adressé. Et je ne comprends pas que les sanctions soient si faibles pour des injures publiques couplées à des menaces de violence physique avec des propos de niveau d'un gamin mal éduqué dans une classe de collège, mais en aucun cas d'un député dans l'hémicycle. Et je dois dire que l'exemplarité de la sanction existant, à mon avis, elle ne va dissuader personne de se lâcher en toutes circonstances. Il ne faudra pas pleurer quand on parlera de la ZAD du Palais Bourbon, comme on parle encore de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Vous avez totalement raison, et en particulier, vous avez insisté à juste titre sur la réitération. Il y a un moment donné où il faut faire une sanction pour l'exemple. Quand quelqu'un fait systématiquement dans la grossièreté, ce soit au niveau des gestes ou des paroles, il est évident, je ne connais pas la hiérarchie des sanctions possibles, mais on peut aller nettement plus haut. Sébastien Ménard. Je vais me permettre, je suis désolé Cécile, je vais me permettre un mot grossier. Certains se comportent à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle comme des connards. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont connards dans l'hémicycle et connards dans la vie ? La réalité, c'est que c'est les deux.
Donc là où le ministre de l'Intérieur parle de narco, moi je parle de narco-racaille, et voilà exactement, pardon. Là on est sur des débilos-racailles, parce qu'en fait ils sont débiles. Vous discutez avec eux, ils n'ont pas l'once d'un argument, ils n'ont pas, je dirais, l'once d'une culture politique, ils sont mal élevés, ils sont cons. Voilà, c'est ça la réalité. On dirait Macron, attention. Et ils abaissent considérablement, parce que vous avez des gens qui, au sein de la France insoumise, bien qu'on puisse quelque part être opposés sur tout, mais qui tiennent quelque part, qui ont une consistance politique. Voilà, je ne la partage pas, mais qui ont une certaine forme de dignité institutionnelle. Eux, voilà, il y en a une dizaine qui honnêtement ne méritent pas l'écharpe tricolore qu'ils portent. Éric Revel. Oui, tout a été dit. Grâce aux médias, ils se font leur petit buzz, donc ils se font un nom. En fait, plus on en parle, plus ils sortent de l'anonymat. C'est pas ceux qui bossent le plus qui sortent de l'anonymat, c'est ceux qui sortent le plus d'âneries. Alors, moi, j'aime bien votre coup de gueule, Philippe, mais je pense que vous avez tort sur un point, c'est que l'Assemblée nationale ne va pas devenir une ZAD. C'est déjà, pour une partie de l'hémicycle, une ZAD. Vous avez raison, en fait, bien sûr, vous avez raison. Une ZAD. Bien sûr. Oui, si, c'est déjà une ZAD. Voilà. Et puis, parce que je suis un bon garçon et parce que je ne vais pas rajouter des insultes aux insultes, enfin bon, commenter des trucs. Mais je dirais simplement qu'à force de voir le niveau des enseignés dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées baisser, il faut bien qu'un jour, ça finisse par toucher jusque y compris nos députés, la classe politique. Bon, eux, ils sont mal élevés. Et en plus, oui, il y en a certains qui sauvent sans doute LFI d'un naufrage total. Mais parfois, quand vous discutez avec certains, vous dites, mais si eux, ils sont députés, moi, je dois pouvoir être président de la République. Exactement. Merci beaucoup, Philippe David. Tout de suite, l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et une commerçante tabassée pour sa montre, son témoignage qui sème la consternation à Sarcelles dans le Val d'Oise. Le visage couvert d'hématomes, le nez cassé, des douleurs au cou dues à l'étranglement, mais de gros bleus à l'âme aussi, nous raconte le Parisien aujourd'hui en France qui a rencontré cette opticienne, Séverine, 44 ans, d'une nature plutôt joyeuse, du moins jusqu'à ce lundi, car lundi soir, après avoir baissé le rideau dans le quartier des Flanades, elle regagnait sa voiture lorsque deux individus qu'elle n'a pas vus lui sont tombés dessus pour la roué de coups et l'étrangler donc. Et lorsque Séverine s'est réveillée, eh bien sa montre Rolex d'une valeur de plus de 10 000 € avait disparu. Sa montre, mais aussi ses chaussures. Et ce qui choque Séverine, au-delà des blessures physiques, au-delà du vol, raconte le Parisien aujourd'hui en France, c'est que ses agresseurs aient pu la laisser inerte sur place sous la pluie juste pour s'emparer de ses affaires, alors que de toute façon, à deux contre une comme ça, elle n'aurait eu aucune chance de leur résister, même sans aller si loin dans la violence. On sait qu'il voulait ma montre, d'accord, mais pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu me laisses par terre sans mes chaussures, à côté des déchets, sous la pluie, comme une malpropre? S'interroge donc Séverine. Question sans réponse malheureusement au surlendemain. Elle a porté plainte hier. Encore une victime du sentiment d'insécurité, comme disait Éric Dupond-Moretti. Heureusement, depuis le temps, on n'en a plus parlé, mais elle montre bien que voler, c'est terrible. Être humilié, c'est pire. Et donc, il y a les deux choses qu'elle dénonce si bien dans sa déclaration que Félix a très bien repris. Bon, il y a toujours eu des vols, des larcins, des tirs, des vols à la tire, etc. Mais là, ce qui est très nouveau depuis quelques mois, quelques années, c'est l'ultra-violence. C'est l'ultra-violence. Mais on peut vous tuer pour une montre. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, en fait, bien sûr qu'il y a une humiliation terrible. Je pense de à cet homme tué pour un téléphone portable à Paris 12e à la terrasse d'un café. Oui. Donc, en fait, c'est cette ultra-violence de la société en train de basculer, à mon avis, dans autre chose. On peut appeler ça comme on veut. Et c'est pas dérouler le tapis rouge au RN de dire ça. On a sombré dans un... Et on peut effectivement vous tuer pour un téléphone. C'est ça. Absolument, Sébastien Ménard. C'est la France Orange Mécanique, on y est. Ouais. Voilà, on y est. Merci Félix, et c'est important d'en parler parce que j'ai été très touchée moi par cette commerçante et elle est très très dure. Franchement, c'est scandaleux. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. La suite des vraies voix, si je retrouve forcément mon tour de l'actualité de nos vraies voix. Ah bah oui. Pourquoi vous ne le dites pas? Il n'y a pas je vous le dis, mais quand qui l'a dit? Non, c'est fini, ça s'est dépassé. Vous avez gagné, vous avez presque gagné. Il a fini deuxième sur 4. Bravo, la prochaine mais vous inquiétez pas, le tour de table de l'actu, tout le monde va gagner. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Retour des vraies voix avec bien évidemment Cécile de Ménibus et ce trio aujourd'hui solide, magique, avec des échanges virils mais corrects. Magique. Philippe Bilger, Éric Revel et Sébastien Ménard. Et tout de suite, le tour de table de l'actu. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Dans quelques instants, vous pourrez admirer nos plus belles créatures. Mais vous fumez, monsieur. C'est aussi peu plausible que lorsque vous me comparez à Rocco Siffredi. Le tour de table de l'actualité. Philippe Bilger voulait parler de l'arrestation, on suppose, de Brahim Sansal en Algérie. Absolument. Voilà une personnalité que j'ai eu la chance de rencontrer dans un colloque à Saint-Raphaël avec Rachel Binas, journaliste à Marianne, sur l'engagement. Et j'ai énormément parlé avec elle durant les 2 jours. J'ai été très frappé par l'intelligence, l'affabilité, le courage, la liberté de cet homme qui est naturalisé français depuis peu et qui a écrit son dernier livre magnifique sur la langue française en disant que la langue française, c'est l'âme de notre pays. Et quand j'ai vu qu'on n'avait plus de nouvelles de lui depuis au moins 2 jours et que Rachel Binas dans Marianne a indiqué qu'il avait été arrêté, évidemment, j'ai très peur, comme tant d'autres pour lui, parce que c'est un homme qui a toujours été extrêmement cohérent. Dès le début, il a été contre ce régime et bien sûr, il n'a jamais caché tout ce qu'il pensait et véritablement, j'ai très peur pour lui. Sébastien Ménard. C'est scandaleux qu'un homme de lettres, qu'un homme de culture, qu'un homme de paix de 75 ans, naturalisé français, et à la limite ça c'est une anecdote entre guillemets, mais qui est algérien, qui aime son pays, qui a toujours visité son pays. Qui est français maintenant. Oui, mais qui est français, mais qui a toujours visité son pays. L'Algérie, c'est son pays, je le cite, soit embastillé depuis 5 jours maintenant. Enfin, c'est totalement scandaleux. C'est un nouveau, vous passerez l'expression, crachat au visage de la France, Éric Revel. Oui, sans doute, parce que bon, les relations, comme vous le savez, entre Emmanuel Macron et le président algérien Tebboune ne sont pas très bonnes. Tebboune nous a menés par le bout du nez pendant des mois et des mois, se servant, comme d'habitude, de la guerre d'Algérie comme une rente mémorielle. Mais c'est doublement scandaleux, l'arrestation de cet intellectuel écrivain. C'est que d'abord, ce régime se comporte comme une dictature, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas d'accord avec lui, que vous venez sur son sol, il vous arrête. Il n'y a jamais eu d'élection libre depuis 1962, et la seule où ils perdaient, ils ont annulé les élections en 88 de mémoire. Alors, donc, si vous voulez, ça se comporte comme une dictature, et puis ensuite, c'est comme une atteinte grave pour nous Français, puisqu'il est français, la liberté d'expression. Donc j'espère. Alors, je parle même pas du Quai d'Orsay, mais pour le coup, Emmanuel Macron s'honorerait à faire un communiqué, à prendre la parole pour dire ce qu'il pense de cette arrestation arbitraire. Ouais. Sébastien Ménard, la COP29, les pays en développement demandent 500 milliards de dollars par an aux pays développés. Ah oui, parce qu'en fait, dans la mesure où on cherche des milliards, Éric Revel cherche de l'argent, Philippe Bilger aussi, on est tous en train de chercher. C'est parce que les macronistes ont fait un trou de 1000 milliards. Si merci de le rappeler. Sinon, on n'en chercherait pas. Voilà, je suis en train de plomber ma chronique là. Non. Non mais donc je me suis un petit peu intéressé parce que vous le savez, je me bats pour le climat, je me bats pour la transition alimentaire. Enfin bref, c'est mon métier aujourd'hui. Et donc cette COP29 qui a lieu à Bakou, il y a un point, voilà, un truc, c'est combien. Pas cher si c'est à Bakou. Oui, c'est à Bakou. Bravo. 500 milliards. Et donc vous avez donc les pays, les 134 pays qui ont besoin de cette aide. Alors cette aide, pour nos auditeurs, elle est payée par l'Union européenne, par le Japon ou par les États-Unis. La France y contribue à hauteur de 20 milliards par an. C'est quand même pas rien. Quand même. Et là, d'ici à 2030, il va falloir trouver, accrochez-vous, 500 milliards. Alors pas 500 milliards sur la période, 500 milliards par an. Voilà. Donc, et quoi, par pays ? Non, en fait, c'est les pays de l'Europe, le Japon, les États-Unis. L'OCDE en clair. Donc voilà, donc vous faites une bonne quote-part. Voilà, donc il faudrait que la France double, voire ne mettre pas 20 mais 50 milliards pour que le truc soit à peu près à l'équilibre. Donc encore une fois, il faut évidemment aider tous les pays en voie de développement à lutter contre les conséquences du réchauffement climatique, à se préparer au monde d'après. La vraie question, encore une fois, c'est qui va payer tout ça et qui est en capacité de payer tout ça. Voilà. Et donc évidemment, donc là on a des éléments de langage qui arrivent de partout, etc. Donc la ministre Pannier-Runacher qui dit que c'est évidemment inacceptable, qu'il y a d'autres moyens de créer
créer de la richesse, pour la redistribuer, etc. Tout ça pour dire qu'on va pouvoir parler longtemps, mais à un moment donné, il va quand même juste falloir payer et aider. Voilà. Et quand je vous dis ça, j'ai évidemment aucune piste, aucune idée et aucune solution. Éric Revel, ça fait cher 500 milliards par an quand même. Oui, mais c'est le prix de la transition écologique, on le sait. Alors il va y avoir un vrai problème sur les marchés financiers, c'est-à-dire que les États ont besoin d'emprunter pour assurer leur propre transition écologique, les entreprises ont besoin d'argent pour assurer la leur, et on se demande comment tout ça va être en réalité financé dans les délais. Maintenant, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Un coup, on vous dit les 2 degrés de plus, il y a 10 ans, c'était catastrophique pour dans 10 ans. Maintenant, enfin, il y a des moments, on ne sait plus exactement où on est. Je ne conteste pas du tout le réchauffement climatique. Je dis simplement que on est dans l'affolement constant, donc ça rajoute à l'angoisse qui nous assaille en France comme ailleurs. En même temps, indépendamment de la température, il n'a échappé à personne qu'on a eu plus de 200 morts à Valence, en Espagne. Oui, bien sûr. Et que tout ça est quand même lié à des effets météorologiques. Qui est dû aussi à la Commission de Bruxelles qui a fait détruire des barrages, comme vous le savez. Peut-être que ça serait passé différemment, mais ça n'empêche pas qu'il y a eu des pluies torrentielles, vous avez raison. Et le plan qu'il y a une artificialisation des sols. Le plan d'urbanisme de Valence. Et enfin, Éric Revel, le premier missile balistique russe tiré sur l'Ukraine depuis le début du conflit, va-t-on vers un engrenage infernal ? Écoutez, en tout cas, c'est pas encore tout à fait confirmé, les Russes l'ont pas dit, mais un missile balistique, c'est un missile intercontinental qui peut donc atteindre toutes les parties de l'Ukraine, voire plus, si j'ose dire, si affinité. Donc, pardon, mais c'est un pas supplémentaire en direction d'un engrenage mondial, en fait. Alors, est-ce que Poutine veut marquer son terrain en disant les Américains et les Anglais ont donné l'autorisation de viser du territoire russe? Parce qu'on a frappé avec des Storm Shadow britanniques. Avec des Storm Shadow britanniques et avant avec des missiles longue portée américains. Bon, est-ce que c'est juste une réplique ou est-ce que c'est le dernier avertissement avant autre chose que je ne prononcerai pas, parce que vous avez vu qu'ils ont repensé leur doctrine nucléaire. Absolument. Il a fait un discours, Vladimir Poutine, il y a 3 jours. Et qu'il commence à installer des abris nucléaires en Russie. Voilà, bon, alors tout ça, c'est aussi une guerre psychologique, il faut pas... Bon, mais on peut se poser la question, moi je parle pas de guerre mondiale, je parle d'un engrenage mondial. Du conflit. Un peu comme elle était 14. Si vous voulez, vous vous souvenez qu'elle était 14, personne ne croyait non plus à la guerre. C'est ça. Alors je dis pas que c'est la même chose, mais si vous voulez, une guerre mondiale, ça commence pas en vous disant on est certain que dans un mois il y a une guerre mondiale ou dans 2 mois. Mais là, c'est quand même, c'est quand même inquiétant, on peut se dire les choses. Oui. Mais sur le plan nucléaire, moi je n'y connais rien, Eric. Il est possible d'utiliser l'arme nucléaire de manière ponctuelle, bien sûr, sans que ça entraîne forcément une riposte des grandes puissances. Alors après, on ne sait pas trop. Il y a ce qu'on appelle les armes tactiques nucléaires qui font des dégâts considérables, mais si j'ose dire, dans un périmètre donné. C'est pas forcément la fin du monde, mais imaginez si la Russie balançait une bombe tactique nucléaire sur l'Ukraine, je vois pas comment les pays de l'OTAN resteraient calmes et décontractés. Alors moi, je n'y crois pas, mais une seconde. Voilà, on est simplement dans une surenchère narrative qui précède la négociation annoncée et qui sera vraisemblablement organisée sous l'égide ou sous la houlette de Donald Trump. C'est exactement ça. Donc là, on est dans une radicalité. On a des bunkers, on a un missile transcontinental. C'est juste, on fait monter la pression avant de la faire redescendre. Voilà, c'est typiquement ce à quoi jouent les Russes depuis toujours, et on est complètement là-dedans. Vladimir Poutine n'a aucune raison de faire péter la planète, et je suis même certain qu'il n'en a même pas la volonté. Il est plausible tout de même, Sébastien, Poutine, avec sa psychologie très singulière, est-ce qu'il est sensible à une forme de rationalité et de logique? Poutine, que j'ai rencontré 2 fois, Poutine, il a des enfants. D'accord, il a même des petits-enfants. Oui. Il a une vraie vie. Il a aussi des gens autour de lui qui, indépendamment des scénarisations qu'on a pu voir, où on voit un espèce de dictateur tout seul avec une assemblée en face, etc., c'est quand même quelqu'un qui a une forme de rationalité. Aujourd'hui, il est dans une radicalité parce qu'il est isolé. Parce qu'il est au banc des nations. Je comprends l'idée que chacun a intérêt à montrer les muscles avant de figer diplomatiquement les rapports de force. Je comprends bien. Mais vous avez vu ce qui s'est passé en Finlande et en Suède. La Finlande et la Suède ont, avec des flyers, des distributions de prospectus sur leur site d'État, informé les gens qu'on était peut-être à la veille d'une guerre plus mondiale. Bon, alors eux aussi peuvent peut-être jouer la carte du rapport de force. Ça, c'est téléguidé par les Russes. C'est les Russes qui mettent la pression sur la Suède et sur ces pays-là, évidemment. Mais moi, je suis
suis intimement convaincu que de la même manière, on est sur du réalisme politique, mon cher Eric Revel. La réelle politique, comme on disait à l'époque. Écoutez, allez, dans un instant, on va faire une petite pause en attendant le coup de projecteur des vraies voix, et on va revenir sur le rapport accablant des sénateurs sur la gestion des finances publiques, critiqué comme irresponsable, qui est à l'origine de ces dérives budgétaires. Alors parlons vrai, est-ce que le Sénat a mis le doigt là où ça fait mal? Est-ce qu'il ne dit pas tout haut ce que tout le monde sait? Il y a cette question. Finances publiques, Macron et ses anciens premiers ministres doivent-ils rendre des comptes? Vous dites oui à 99%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et on revient dans un instant, on fait une petite pause. Merci d'écouter Sud Radio. On revient dans quelques minutes. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai. Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec bien évidemment Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Éric Revel, Sébastien Ménard. Et c'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les anciens ministres, on l'a dit, qui ont réuni la presse par téléphone 2 heures après la remise de votre rapport. Il y avait Bruno Le Maire, Gabriel Attal ou encore Elisabeth Borne. Ils sont gênés par ce rapport, évidemment, puisque immédiatement ils souhaitent en reprendre les termes. Vous avez ensuite fait référence à Bruno Le Maire. Je trouve assez scandaleux le procès médiatique, politique qui lui est fait dans beaucoup de cercles. Bruno Le Maire qui parle d'un réquisitoire d'opposants politiques truffé de mensonges, d'approximations et d'affirmations spécieuses. Et d'autre part, ça marque une espèce de fébrilité dont je ne comprends pas bien d'ailleurs ni l'origine ni la raison. Et ces sénateurs qui publient donc ce rapport au vitriol contre les anciens gouvernements sur la gestion des finances publiques. Ils dénoncent une gestion attentiste et irresponsable des déficits. En réponse à quoi Gabriel Attal, Elisabeth Borne et Bruno Le Maire étrillent par un réquisitoire d'opposants politiques, un rapport partisan et truffé de mensonges. Alors parlons vrai, peut-on accuser les sénateurs de faire de la politique et pas du factuel puisqu'on parle de chiffres? Pour vous, qui ment, les sénateurs ou Attal, Borne et Le Maire? Et à cette question, finances publiques, Macron et ses anciens premiers ministres doivent-ils rendre des comptes? Vous dites oui à 99%. Vous voulez réagir? Et surtout, si vous faites partie des 1% qui disent non, Aude attend vos appels au 0826 300 300. Alors ça chauffe, Philippe Bilger. On peut en effet remercier le ou les auditeurs, ma chère Cécile, qui ont permis à ce score de demeurer un peu démocratique. Ouais. Mais sérieusement, après avoir considéré que, bien sûr, les personnes visées, mises en cause, peuvent au moins partiellement invoquer la réalité d'un procès politique, voire partisan, je trouve que leur réaction apparemment consensuelle, leur conférence de presse immédiate après, a été plutôt une mauvaise chose qu'une démonstration de leur bonne foi. Moi, ce qui me semble, mais j'ai des spécialistes de l'économie face à moi, c'est que je n'ai pas aimé cette manœuvre apparemment consensuelle, alors que dans le désastre des finances publiques, il y a certains qui sont plus responsables que d'autres. Par exemple, Bruno Le Maire, je le trouve plutôt moins responsable que certains autres, dans la mesure où, à sa manière, et ça a été attesté, il a alerté à plusieurs reprises, et notamment Elisabeth Borne, qui dit mais ça n'était pas sérieux parce qu'il ne m'avait pas donné les modalités de l'opération de communication. Autrement dit, je trouve tout à fait pertinent le rapport sénatorial, apparemment, peut-être avec des outrances, des excès, mais il ne faudrait pas mélanger toutes les personnes visées par le rapport dans le même bain. Sébastien Ménard. Je l'ai déjà dit sur cette antenne. Pour moi, je trouve que le procès qui est fait à la Macronie est un procès politique. Je rappelle que cet argent, il est passé où? Cet argent n'est pas dans les poches de Bruno Le Maire et des différents ministres. Il n'est pas dans la poche des différents premiers ministres qui se sont succédés. Et évidemment, ce n'est pas dans la poche du président de la République. Le quoi qu'il en coûte qu'on nous a
quelque part, tout le monde s'est dit, pendant le Covid et après le Covid, les plans garantis par l'État, etc., tout le monde en a profité. Encore une fois, vous avez des tas d'entrepreneurs, j'en suis, qui en ont profité. Vous avez des tas d'entreprises qui ont été maintenues, perfusées abusivement en vie. Toutes ces boîtes, aujourd'hui, n'existent plus. C'est tout ce qu'on a voulu, quelque part, mettre en place pour permettre à la France, quelque part, de tenir la route, qu'à un moment donné, il faut payer. C'est ça la réalité. Ce n'est pas ce qu'on reproche, mais Sébastien. Attendez, on reproche. J'entendais tout à l'heure Éric Revel me dit les macroniens, c'est 1000 milliards de dettes. Mais c'est pas 1000 milliards de dettes fait n'importe comment pour faire n'importe quoi. Après, il y a des choix politiques. On peut critiquer les choix politiques. On peut dire pourquoi vous avez financé la Startup Nation, vous avez mis 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là, etc., sur des boîtes qui ont disparu aujourd'hui. Parce que ça, c'est aussi une réalité. Ça, je veux bien qu'on ait fait de mauvais choix stratégiques. Mais l'idée d'honorer ce qui fait aussi la grandeur de la France, c'est-à-dire l'État-providence, on l'a fait, mais on l'a fait à crédit. Voilà. Il fallait peut-être le dire un peu plus à l'époque, ou peut-être mieux se faire entendre, mais nous l'avons fait à crédit. Mais voilà c'est la pas réalité. le sujet du rapport. Mais attendez, c'est quoi le rapport ? Le rapport dit. Le rapport dit. C'est pas le sujet du rapport. Mais c'était quoi le sujet du rapport ? Le sujet du rapport, c'est de dire qu'on a menti aux Français. C'est ça le sujet du rapport. On n'a pas menti aux Français. Alors, terminez juste. Je reprends la parole. Cher Éric Revel, on n'a pas menti aux Français. Non. Je suis désolé. On les a trompés. Mais on les a pas trompés. Je veux dire, moi, j'ai regardé dans le détail les auditions de Bruno Le Maire, de Gabriel Attal. J'ai pas suivi celle d'Elisabeth Borne. Franchement, je veux dire, pour avoir suivi un peu les questions budgétaires depuis longtemps, de la part du ministre des Finances qui était là pendant 7 ans, de la part du jeune Premier ministre qui était 8 mois au pouvoir et qui pense qu'il a une histoire à écrire avec les Français, c'était indigne. C'était indigne. Les arguments étaient indignes. C'est pas moi, c'est l'autre. Le maire, c'est pas moi, c'est le président qui m'a empêché de faire une loi de rectificative parce qu'il m'a expliqué qu'il y avait les élections européennes. C'est par moi, dit Madame Borne, monsieur le maire m'a pas. Les Français en ont rien à foutre. Résultat, vous avez raison. Le quoi qu'il en coûte, il a sauvé des entreprises, il a permis de faire de payer du chômage partiel, tout ça est vrai. Mais sur les 1000 milliards, vous avez 300 milliards qui correspondent au quoi qu'il en coûte pendant le Covid. Le restant, et c'est là où vous avez une incohérence totale, Sébastien, c'est que le restant, c'est quoi ? Ça sert à faire du financement du train de vie de l'État. C'est pas des dépenses d'investissement. Quand on dépense de l'argent, même si on est déficitaire... Vous avez entendu parler sur le train de vie de l'État ? Justement. Donc vous pourriez reconnaître que Macron, en fait, de ce point de vue-là, n'a rien fait. Il n'a rien réformé. Mais comme Hollande, comme Sarkozy, comme tout ça. Mais attendez, lui, c'était le génie, lui. Vous voyez, c'était le génie. Et comme un certain nombre de mes collègues dans les collectivités locales. Lui, c'était le génie absolu. Il nous a vendu la Startup Nations et on se retrouve dans une situation apocalyptique. Et puis, parce que j'avais entendu Jean-François Husson, le rapporteur de la commission des finances LR au Sénat, qui est le co-auteur de ce fameux rapport avec un socialiste, chez André Berkoff. Et le sénateur avait dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il a dit non seulement ça manque de transparence, on a baladé la représentation nationale, on ne nous donne pas les documents, en nous les cachant, mais il a dit un truc très important. Il a dit, vous savez, 8 mois avant que tout cela soit découvert, c'était la première fois depuis 1958 que les sénateurs avaient identifié 7 milliards d'euros d'économies budgétaires auxquelles le gouvernement, le maire était ministre des Finances, n'a pas voulu croire parce qu'il s'arc-boutait sur le fait qu'on ne serait pas en dérapage. Alors, ou bien ces gens sont incompétents, qui est possible, hein. Ou bien ils ont caché la réalité. Et quand on cache la réalité, Sébastien Ménard, on trompe les gens. Voilà. Et on est dans cette situation aujourd'hui. En tout cas, nos auditeurs, Non, je veux dire, ceux qui tweetent sont très, très, très en colère, très mécontents, en disant que si c'est effectivement. Mais parce que ce sont les contribuables français qui vont payer, les entreprises aussi. Mais l'argument qui a été invoqué, est-ce qu'il vous paraît plausible ? Le fait qu'en réalité, c'est la sous-estime, les recettes qu'on espérait ne sont pas arrivées, et que c'est l'administration elle-même qui a fait des erreurs. Et je vais vous donner l'exemple dans mon secteur d'activité. Vous avez vu les valorisations boursières de Nestlé, de Danone, ce qui est en train de se passer ? Mais c'est la conséquence de quoi ? C'est pas la conséquence de mauvaise gestion, c'est pas la conséquence d'une banqueroute économique. Non, c'est la réalité, c'est que les gens n'ont plus les moyens. Les gens n'ont plus les moyens de se loger, de se nourrir, etc. Pour Nestlé, c'est pas du tout ça. Pour Nestlé, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Ils viennent de changer de président, c'est un Français. Ils ont été beaucoup attaqués sur leurs eaux minérales
et leurs eaux gazeuses. Ils sont en train de revoir leur stratégie, ils sont en train de vendre une partie de leur business. Il y a eu des erreurs stratégiques. Maintenant que les gens aient moins d'argent pour consommer, vous avez raison. Mais je vois pas où est le rapport avec le budget de l'État. Je vois pas. Mais c'est ce que dit Philippe Bilger quand il dit que sur les recettes. Non, il a rien dit. Mais si, il a dit. Si, il a dit quelque chose d'intéressant. Il dit que les prévisions de recettes ont été anormalement optimistes. Mais attendez. Les ministres ont été avertis en amont, vous le savez très bien. Mais vous pouvez pas. On a caché sous le tapis, on n'a pas voulu. Mais c'est pas vrai. Vous savez, c'est la première fois que je vois dans un rapport sénatorial. Alors on parlait des députés pour un certain nombre d'entre eux qui bossent pas suffisamment, mais alors pour le coup les sénateurs ils balancent des rapports qui ont révélé les choses. Hein, les recours sous Macron aux agences conseils, McKinsey et autres, ce sont les sénateurs qui ont sorti. C'est la première fois que je vois dans un rapport sénatorial la mise en cause directe du président de la République en exercice. Parce que là, vous citez les anciens premiers ministres, vous citez Bruno Le Maire, il y en a qu'un qui passe bizarrement à travers, c'est Édouard Philippe. On ne sait pas pourquoi, il faudra peut-être poser la question, peut-être qu'on lui voit un dessin national et qu'on a voulu l'épargner, j'en sais rien. Mais c'est la première fois que je vois un chef de l'État en exercice mis en cause dans ce dérapage des finances publiques. Mais Sébastien, il faudra qu'il s'explique peut-être. Juste un mot, quand Bruno Le Maire dit je ne peux pas aller au bout de ce que je veux faire, on démissionne. Non mais c'est une vraie question. C'est évidemment, mais enfin, c'est comme un chef d'entreprise. C'est pas parce que moi aussi mes prévisions budgétaires, comme celles de mes collègues, sont plus optimistes que la réalité. Mais on lâche pas la barre pour autant. On essaie de trouver des solutions. Vous êtes démissionnaire de votre conseil. Non, mais moi je suis pas. C'est mon entreprise, monsieur. Je suis désolé, je vais pas démissionner de mon conseil. Et je vais pas abandonner les 7000 personnes qui me font confiance. Parce que ça, c'est votre entreprise tout seul. Mais non, mais j'ai des tas de gens. Mais c'est moi le patron. C'est moi le patron, le propriétaire. J'ai aussi ce droit-là. Oui, d'accord. Vous en payez. On n'est pas dans un État communiste. En termes de dividendes ou autre. Mais c'est pas ça. Mais avant de toucher des dividendes, il faut aussi assumer des pertes. Par cœur. Non, mais arrêtez de défendre Emmanuel Macron comme si rien n'était reprochable à ce type. Vous voyez bien qu'il a emmené la France dans le mur quand même. On est en crise politique. Mais c'est pas moi qui le dis. C'est vous qui le dites. Ah bon, on n'est pas en crise politique, on n'est pas en crise financière, on n'est pas en crise sociale, on n'est pas en crise diplomatique. Mais vous, c'est hallucinant. Mais c'est quoi cette espèce de nombrilisme? Regardez, il y a plus de 200 pays dans le monde. Votre président de la République, il ne pense qu'à lui et il ne pense que lui seul a raison. Ça n'engage que vous. Mais non, mais tout le monde le dit. Ça n'engage que vous. Vous qui soi-disant côtoyez sans arrêt. Le fait d'être minoritaire ne signifie pas que vous avez forcément tort. Merci, monsieur Philippe Bilger. Non, mais le point de vue d'Éric est tout de même majoritairement assumé. Vous savez, les gens tireront les conclusions qu'ils voudront. Vous voyez, absolument. On va voir comment ça va se passer cette fin de mandat. S'il y a une fin de mandat, on va voir. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des avis qui divergent. Et ça, c'est intéressant. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Eric Revel, merci Sébastien Ménard. Merci à vous. Restez avec nous dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France. Et nous accueillerons des maires justement sur cette transition énergétique par la voie de la mobilité. On en parle dans un instant, à tout de suite.